Merci, Monsieur Fougeroux. Donc, c'est Monsieur Le Buanec qui va terminer cette session plénière d'ouverture. Bernard Le Buanec est un ingénieur agronome, maître en pédologie et docteur ingénieur en sciences agronomiques. Après 10 années de travail au CIRAD et en agropédologie tropicale, il s'est orienté vers l'amélioration des plantes et l'industrie des semences. Son activité professionnelle s'est partagée entre des responsabilités dans l'industrie et une présence active dans les instances de coordination officielle. Au titre des premières, il a été membre de l'IMAGRIN, dont il a été chargé de la recherche au comité stratégique, et il a été président de plusieurs filiales industrielles comme Algène, spécialiste dans le marquage moléculaire et qui maintenant fait partie de la société bien connue d'Eurofin. Parmi les nombreuses positions officielles que M. Le Buanec a occupées au niveau national, européen et international, on note son appartenance au Conseil scientifique de la recherche et de la technologie, au comité scientifique de l'INRAE, au comité consultatif sur le séquençage à Ivry, et au comité consultatif pour la recherche industrielle et le développement pour la Commission européenne, et au comité sur les ressources génétiques des centres internationaux de recherche agricole, à l'initiative globale en amélioration des plantes de la FAO. Il a été secrétaire général de la Fédération internationale des semences, président donc de l'Association internationale des sélectionneurs. Et enfin, il est membre fondateur de l'Académie des technologies et membre de l'Académie d'agriculture. Il a fait et coordonné de nombreux articles, plusieurs livres, et dont le dernier en 2019, L'agriculture face à ses défis techniques, l'apport des technologies, qui est précisément sur le thème de la conférence qu'il va nous présenter dans cette session plénière d'ouverture, les défis techniques de l'agriculture et l'apport des nouvelles technologies. Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs. Je vais d'abord regarder comment ça fonctionne. Pour faire avancer les diapos, c'est le petit bouton vert, c'est ça, hein? Bien. Donc Catherine Regnier-Roger vient de vous parler de la synergie séculaire de l'agriculture et de la chimie, et André Fougeroux a posé la question de quelle agriculture voulons-nous? Quant à moi, je vais vous parler des défis techniques que rencontre notre agriculture aujourd'hui et l'apport possible des technologies pour y faire face. Comme vous le savez, l'agriculture fait face à de nombreux défis techniques. L'Académie des technologies et l'Académie d'agriculture se sont posé la question de savoir en quoi les technologies en développement pourraient permettre aux agriculteurs d'y faire face dans le cadre d'une agriculture durable. Elles ont établi un groupe de travail comprenant une trentaine de spécialistes de différentes disciplines, tout en étant conscientes que la technologie peut contribuer à certaines solutions, mais ne peut pas apporter seule toutes les réponses. Dans une première étape, nous avons auditionné 10 agricultrices et agriculteurs représentant des productions diverses et pratiquant différents modes de culture, en particulier l'agriculture dite conventionnelle et l'agriculture biologique. Un large panorama. L'objectif de ces auditions était de connaître les principales préoccupations de ces producteurs et les défis techniques auxquels ils étaient confrontés. Ces défis techniques ont ensuite été présentés à des chercheurs et à des industriels du secteur pour analyser les solutions que pourraient apporter les développements récents des innovations dans leur domaine d'expertise. Les résultats de ce travail ont été publiés dans un livre en début 2019, comme vient de le dire notre présidente, livre publié par nos 2 académies. Alors, pour avancer, c'est le petit bouton vert, là? Bon. Le gros. Au milieu? Ah ben voilà.
Donc voilà le livre dont je viens de vous parler. Je vais, dans une première partie de cet exposé, vous présenter les principaux défis techniques que nous ont indiqués les agriculteurs. Ils sont les suivants. Tout d'abord, les problèmes de parasitisme, maladies et ravageurs, avec un regard particulier sur les effets du changement climatique et des maladies émergentes. C'est vraiment un de leurs problèmes majeurs. Ce défi est accru du fait de la suppression d'un nombre de plus en plus important de produits phytosanitaires sans solution immédiate de remplacement, ce qui provoque parfois la réapparition de maladies qui ne posaient plus de problème. On a par exemple l'an passé l'exemple de la jaunisse de la betterave qui a bien illustré la situation et qui a fait qu'on a été obligé de remettre le pesticide sur le marché. Le deuxième défi est la maîtrise des plantes adventices. C'est le nouveau nom, je sais que vous le savez certainement, le nouveau nom des mauvaises herbes, qui reste une difficulté majeure. Comme pour la maîtrise du parasitisme, le problème est aggravé par de nombreux produits phytosanitaires et cette question est particulièrement importante en grande culture, suivant les normes de l'agriculture de conservation. Les agriculteurs, là, sont souvent face à un mur. Enfin, et cela vous a été dit déjà par les orateurs précédents, le problème de l'eau est essentiel et l'irrigation peut être une clé de la diversification des cultures. Ce sujet est également mis à l'ordre du jour, ce problème de l'eau, par des concepts de relocalisation et de territorialisation de l'agriculture. Les limitations en eau en période sèche sont très handicapantes et elles sont aggravées par les difficultés réglementaires. Il y a un besoin politique de stockage de l'eau et de techniques de gestion fine au quotidien de l'irrigation. Et comme vous le savez, on en parle beaucoup ces temps-ci, le Varenne agricole de l'eau traite actuellement de ces questions. En dehors de ces trois défis principaux, plusieurs problèmes importants ont également été abordés. Ça passe pas. Ah, je me trompais de bouton, excusez-moi. La nécessité d'une meilleure connaissance détaillée des parcelles pour optimiser une irrigation, la fertilisation azotée et son adaptation aux besoins précis des cultures, qui devient de plus en plus délicate du fait de la gestion de la fertilité des sols en lien avec des restrictions dans de nombreux environnements, le besoin de prévisions météorologiques plus fiables à court terme et si possible au niveau de la parcelle, le besoin de développement de variétés de certaines espèces utiles pour diversifier l'assolement, comme par exemple des variétés de pois résistantes à l'agent de la pourriture racinaire, la Phanomyces. On vous a parlé tout à l'heure des protéines, ce qui faciliterait le plan protéagineux français, qui est un des objectifs d'aujourd'hui. Le besoin d'outils de récolte polyvalente et de matériel agricole permettant de travailler par tous les temps sans abîmer la structure des sols, et l'adaptation des variétés au changement climatique. Voilà donc aujourd'hui quels sont les grands défis auxquels notre agriculture est confrontée. La question était donc de quels sont les développements technologiques qui permettront de faire face à ces défis. Il ne me sera pas possible, bien sûr, aujourd'hui, de tout traiter dans cette courte présentation. Je me contenterai donc d'une synthèse concernant les maladies et les ravageurs. La maîtrise des parasites et des ravageurs est l'un des défis majeurs rencontrés par les agriculteurs, d'autant que les méthodes conventionnelles basées sur la chimie de synthèse, et on en a déjà largement parlé, sont aujourd'hui de plus en plus souvent remises en question pour différentes raisons. La protection des cultures contre les ravageurs comprend 3 phases. D'abord la prophylaxie, pour diminuer le risque, puis la caractérisation de ce risque pour agir à bon escient au travers des outils d'aide à la décision, qu'on appelle les OAD, et enfin
quand le risque est avéré, le traitement soit à l'aide de molécules de synthèse, soit par le biocontrôle. Commençons par la prophylaxie, qui nécessite une approche agronomique. Ainsi, avant de réfléchir à des solutions ponctuelles, il faut penser à une approche globale dans le cadre du système de culture, de l'assolement et de la rotation, afin de limiter la pression parasitaire. Ceci est d'ailleurs également vrai pour la maîtrise des adventices. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les outils de modélisation et de simulation de la croissance des plantes permettent maintenant de modéliser les rotations de culture en prenant compte des cycles de développement des attaques parasitaires et en intégrant l'historique des rotations précédentes obtenues par divers capteurs de plus en plus développés. À partir de ces outils prédictifs, il est possible de calculer les rotations les mieux adaptées et d'identifier les meilleures pratiques dans un contexte pédoclimatique local en réduisant ainsi les risques de parasitisme. Un des enjeux pour progresser dans cette voie est de disposer de bases de données importantes pour construire par apprentissage une modélisation suffisamment précise qui prenne en compte les interactions entre les parasites, les cultures et l'environnement. Si les technologies numériques apportent des éléments incontestables de progrès, elles soulèvent aussi de nombreux questionnements sociaux et éthiques auxquels il faudra apporter des réponses pour qu'elles puissent se développer pleinement. Dès que nous avons une nouvelle technologie qui se développe, il se pose des problèmes sociétaux et éthiques. Sur le plan technique, il faut aussi que l'on puisse assurer la cohérence et l'interopérabilité des données. Je classerai également le choix de variétés résistantes dans les mesures de prophylaxie, car l'agriculteur, en choisissant des variétés résistantes qui diminuent la pression parasitaire, fait un effort pour la prophylaxie. Le rôle de l'amélioration des plantes est donc important. Ceci est d'ailleurs confirmé par le comité d'avant-hier du ministre de l'Agriculture, annonçant le nouveau plan « Semences et plants pour une agriculture durable ». Je pense qu'il y a un progrès dans ce sens. Depuis de nombreuses décennies, l'amélioration variétale a fait ses preuves pour la création de variétés résistantes aux parasites. Pour ce faire, les outils à la disposition du sélectionneur se sont diversifiés au fur et à mesure du progrès des connaissances dans différents domaines, biologie, génétique, mais aussi électronique, informatique, et j'en passe. Aujourd'hui, certains outils permettent de mieux évaluer et utiliser la variabilité génétique grâce au phénotypage à haut débit et au marquage moléculaire. D'autres outils, la mutagénèse, la transgénèse, les technologies qu'on appelle l'édition du génome et l'édition d'allèles permettent de créer une nouvelle variabilité, soit à l'intérieur d'une espèce, soit en transférant des caractères d'une espèce à l'autre. Il est intéressant de noter, ainsi que l'a dit Catherine Regnier-Roger, qu'Isabelle Charpentier, chercheuse française, a obtenu l'an dernier le prix Nobel de chimie pour ses avancées dans ce domaine. Mais pour le moment, contrairement à d'autres pays, l'utilisation des résultats de cette technologie sur le végétal est suspendue à une réflexion en cours au niveau européen. Enfin, parmi les technologies pour l'amélioration des plantes, il faut noter les développements récents permis par le numérique qui nous orientent également vers une création variétale par modélisation. Voici ce que l'on peut dire brièvement de la prophylaxie. Une fois le maximum de précautions prises, il faut surveiller les parcelles afin de savoir s'il est nécessaire ou non de traiter. Et ceci se fait grâce aux outils d'aide à la décision. Durant le XXe siècle,
Les bulletins d'avertissement agricole ont accompagné plusieurs générations d'agriculteurs et de jardiniers dans la protection raisonnée des cultures. Ces publications techniques à diffusion périodique étaient acheminées par courrier postal, puis à partir des années 2000 par Internet auprès d'un lectorat abonné. Ces avertissements agricoles étaient aussi souvent repris par les conseillers agricoles et affichés dans les dépôts des coopératives. En fait, il s'agissait, avant l'heure, d'outils d'aide à la décision. Les progrès récents en récolte, partage, interprétation et transfert d'informations permettent maintenant d'affiner cette approche pour des aides à la décision plus précises et plus ciblées. Cette approche est également facilitée par la mise au point de détection précoce des pathogènes. Il s'agit d'un secteur en plein essor avec plusieurs types d'applications, dont par exemple des nez artificiels capables de détecter des composés organiques émis par les plantes lors d'attaques de pathogènes. Vous savez que les plantes réagissent et émettent un certain nombre de composés quand elles sont attaquées. Des applications vidéo et des sites web permettant de reconnaître les maladies auxquelles les plantes sont confrontées et le piégeage par capteur de spores de champignons dans l'air ambiant. Toutes ces techniques sont en développement. Elles autorisent une utilisation plus précise des produits de protection, ce que l'on cherche, et vont donc dans le sens souhaité d'une diminution des quantités utilisées. Lorsque les conseils indiquent qu'il faut traiter, on passe alors à la troisième phase, qui est le traitement. Nous arrive donc prophylaxie, outils de la décision, traitement. Il y a deux possibilités, l'utilisation de produits issus de la chimie de synthèse ou le biocontrôle. Je vais commencer par les produits issus de la chimie de synthèse. Il y a actuellement, et cela vous a déjà été dit ce matin, une forte pression pour la diminution de l'utilisation des molécules de synthèse, soit en ce qui concerne les volumes épandus, soit en ce qui concerne les caractéristiques des molécules elles-mêmes. Quelles sont les voies de progrès? Deux voies de progrès, la diminution des quantités épandues ou le développement de nouvelles molécules qui sembleraient plus acceptables. Pour la diminution des quantités épandues, des progrès importants sont faits en machinisme agricole. Les fabricants travaillent sur des solutions permettant de limiter la dispersion des produits pulvérisés dans l'environnement, en particulier grâce à des buses spécifiques en fonction des conditions climatiques. S'il fait du vent, pas de vent, etc., on n'utilise pas les mêmes buses. Il existe maintenant des rampes d'épandage permettant d'ouvrir ou de fermer des tronçons de rampes ou même, à la demande, buse par buse. Mettant en œuvre une agriculture de précision, des machines agricoles peuvent même être équipées d'outils de détection pour savoir si dans cette partie du champ il y a une maladie ou il y a des mauvaises herbes et de ne traiter que là où que cela est nécessaire. Les gains de produits vont, dans les cas où c'est le moins fort, de 3 à 4% ou, là où c'est le plus sophistiqué, jusqu'à 50% de quantité de produits économisés. Des pistes de progrès existent également pour le développement de nouvelles molécules. C'est la deuxième voie de progrès pour les produits chimiques. La suppression de molécules utilisables sont passées au cours des dernières années de 800 à 400, donc une très forte diminution des molécules utilisables, ce qui pose des problèmes d'augmentation des résistances des parasites et du traitement des cultures orphelines. L'industrie continue donc la recherche de nouvelles molécules en utilisant plusieurs approches. Tout d'abord, une meilleure analyse des voies métaboliques spécifiques en même temps que la mise au point de modèles permettant de prédire les réactions à une molécule en voie de développement.
la recherche des produits de plus en plus sélectifs afin de limiter les risques éventuels sur la santé, et enfin, l'amélioration des méthodes de criblage. En effet, si les méthodes de synthèse chimique ont beaucoup progressé, le criblage des molécules reste très lourd. Le développement de criblage à haut débit progresse grâce aux techniques d'évaluation de nouvelles substances sur des échantillons réduits, par exemple simplement des feuilles, des plantules ou des insectes en boîte de pétri. Un criblage ciblé, dont les molécules seraient conceptualisées en fonction de l'activité biologique, serait un progrès majeur. Ici encore, les progrès dans le numérique sont essentiels, car aujourd'hui, la recherche d'une nouvelle molécule nécessite, d'après les experts, d'en tester 150 000 à 200 000 pour n'en retenir qu'une seule à la fin. Vous voyez l'ampleur du travail. Le frein essentiel au développement de ces nouvelles matières actives en est le coût. Le développement du produit et la constitution des dossiers toxicologiques et environnementaux, le coût des dossiers implique un investissement de l'ordre de 200 millions d'euros. Cela ne peut donc être assuré que par de grandes entreprises. De plus, et c'est un point important, ces entreprises hésitent à investir de telles sommes à un horizon de 10 ou 15 ans du fait d'un manque de visibilité sur les règles d'homologation qui changent très fréquemment. Cet aspect politique est essentiel. Un défi majeur pour l'agriculture est que, comme dans beaucoup de domaines, il y a un écart important entre la réalité technique et le calendrier politique, et nous avons eu de nombreux exemples ces derniers temps. Pour le deuxième traitement, la deuxième approche est, comme je vous l'ai dit, le biocontrôle. Il se positionne comme une alternative aux produits phytosanitaires de synthèse. Il progresse. En France, il représente aujourd'hui environ 12% du marché des produits de protection des plantes. Si les agriculteurs l'utilisent encore peu, c'est que son efficacité est souvent inférieure et plus aléatoire que celle des molécules de synthèse. Mais lors des tables rondes de tout à l'heure, Jean-Louis Bernard vous en parlera plus en détail. Il y a 4 grandes familles de produits de biocontrôle. Les macro-organismes, insectes, acariens et nématodes. On a un très bel exemple de succès qui est l'utilisation d'un insecte, le trichogramme, contre la pyrale du maïs, qui est utilisé actuellement sur 25% des surfaces traitées. Là, c'est vraiment un résultat tout à fait intéressant. Les autres familles sont les micro-organismes, bactéries, virus et champignons, les médiateurs chimiques, phéromones, kéromones et allomones, et enfin, les substances naturelles d'origine végétale, animale, minérale ou microbienne. Selon l'Association des entreprises de biocontrôle, les voies de progrès sont l'innovation, l'information, la formation des agriculteurs, les politiques publiques et la réglementation. Ici encore, comme pour les molécules de synthèse, un des freins au développement de ces produits est le coût des dossiers d'homologation, que ce soit des produits de lutte biologique ou de produits de synthèse, il faut des dossiers d'homologation. En conclusion, il apparaît qu'il y a dans le domaine de la défense des cultures, le point que j'avais retenu pour mon exposé, sur beaucoup d'autres, de grandes possibilités de progrès. Nous aurions les mêmes conclusions pour la lutte contre les adventices, pour le contrôle du stress hydrique et pour d'autres défis techniques. Plusieurs technologies peuvent être sollicitées, des progrès notables sont en cours dans tous les domaines, mais ils sont incrémentaux, car il n'y a pas vraiment de technologie de rupture. Il faut aller pas à pas. Une voie de progrès qui apparaît dans tout ce que je vous ai dit au cours de cet exposé est une révolution en cours, l'apparition des données massives et leur application dans le domaine agricole. Dans tous les secteurs que je vous ai indiqués tout à l'heure,
ces données massives jouent un rôle essentiel. Cette révolution a un effet d'accélération dans tous les domaines: l'amélioration des plantes, les outils d'aide à la décision, la recherche de nouvelles molécules, l'agriculture de précision et, j'en ai pas parlé, également la robotique. Du fait du numérique, nous allons aussi vers des innovations organisationnelles. Ces innovations seront d'autant plus rapides qu'elles seront financièrement accessibles du fait de la mutualisation de la demande. Il faudra, comme je l'ai déjà indiqué, que tous les acteurs se mettent d'accord sur les modalités de l'utilisation de ces données, ce qui, me semble-t-il, est en bonne voie, car il y a eu des accords qui se sont signés entre les fédérations d'agriculteurs et les industriels. L'utilisation de ces données massives ira souvent de pair avec des changements générationnels. Je vous remercie de votre attention.